Aussi moi, j'emporterai votre souvenir. Mais vous m'oublierez. J'aurais passé comme une ombre. Pour un bélier mérinos. Oh non, n'est-ce pas? Je serai quelque chose dans votre vie. Bonjour à tous, c'est bien sur l'une des scènes les plus connues de Madame Bovary de Gustave Flaubert que nous allons travailler aujourd'hui, la célèbre scène dite des comices, ces fameux moments au sein des campagnes où nous fêtions, et fêtons encore d'ailleurs, les meilleurs produits issus de l'agriculture, une espèce de cérémonie des Oscars avec le strass et les paillettes en moins, l'odeur du crottin et de la ferme en plus. And the Oscar goes to... Alors, aucun mépris dans mes propos, au contraire, aucun mépris non plus dans les pensées de Flaubert. Tu bluffes, Martoni. Si Flaubert donc a choisi la scène du premier baiser au milieu des vaches, du crottin et des poules, si l'auteur a fait le choix de mettre un cadre pareil, c'est précisément pour mieux contourner les codes romantiques et se moquer de toute cette littérature amoureuse qu'ont pu véhiculer les écrivains narrant avant lui les coups de foudre et autres passions amoureuses entre deux personnes. Et c'est vrai, si je vous dis coup de foudre, vous pensez facilement à ça. Eh bien, Flaubert, lui, prend toutes vos aspirations à contre-pied et ce coup de foudre, en guise de cadre, eh bien, dans le passage que nous avons étudié, il le met plutôt là. Et c'est là où on comprend parfaitement, je trouve, la démarche non pas romantique de Flaubert, mais réaliste. Et quand je dis réaliste, dans ce contexte, il s'agit de deux choses. Un, il s'agit à la fois de décevoir le lecteur de ses illusions romantiques, romanesques et amoureuses, en lui montrant tout ce que les personnages, les petits bourgeois notamment, ont de pathétique et de médiocre, d'où le côté parfois ennuyeux de ces pages. Par leur structure moléculaire plus complexe, des millions de petites... Deux, il s'agit aussi de jouer de ces conventions-là, les moquer et parfois les tourner en ridicule, ce qui fait de Flaubert un auteur à la fois âpre et difficile. Les lecteurs qui ne comprendraient pas cette démarche ne verraient en lui que le côté ennuyeux et décevant. C'est nul! Mais perçu et compris, cette démarche montre aussi toute sa drôlerie et ironie avec ses personnages ridicules et souvent pitoyables. Je pense notamment à ce monsieur de Roseraie, le politicien complètement déconnecté des réalités et en ayant à mourir. Bref, avec une si belle entrée en matière, vous devez très certainement vous dire « Oui, bon, d'accord, mais je fais quoi, moi, comme introduction avec un texte pareil ?» Bonne question, merci d'avoir posé. Pas de panique. Sachez de toute façon que pour n'importe quel texte, une bonne introduction d'une explication linéaire, c'est une accroche, une citation issue du texte forte et révélatrice, une contextualisation, à savoir à quel moment de l'histoire cet extrait a-t-il eu lieu dans le livre, y a-t-il la trace d'un mouvement littéraire, à quelle date ce livre a-t-il été publié, etc. Et enfin, un découpage, les grands axes du texte regroupés autour de plusieurs lignes et d'une idée commune. Est-ce que c'est OK? Est-ce que vous êtes prêts? C'est compris? Oui? Mais j'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Alors c'est parti pour une introduction type d'une explication linéaire, en l'occurrence ici, cette scène dite des comics dans Madame Bovary de Gustave Flaubert. Pour expliciter mon propos, je vous mettrai un petit bandeau visuel intercalé entre chaque étape à suivre. Vous êtes prêts? Et je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Il la sentait toute chaude et frémissante, comme une tourterelle captive qui veut prendre sa volée. C'est notamment ces termes peu flatteurs que le narrateur évoque son héroïne au moment même où elle semble sur le point de céder à Rodolphe, véritable caricature de ce que le romantisme peut avoir d'excessif et cabotin. Est-ce par ces marques ironiques que ce roman, à l'encontre des modes de l'époque, eut un tel succès? Madame Bovary est effectivement l'un des romans les plus connus de Gustave Flaubert, célèbre écrivain souvent rattaché au mouvement réaliste. L'œuvre est publiée en 1857 et provoque à l'époque un vrai scandale. Le roman choque car il met en scène un personnage féminin qui s'ennuie dans son mariage bourgeois, très différent de ce qu'elle avait imaginé. Lors des comices agricoles, Rodolphe entraîne Emma Bovary au premier étage de la mairie pour la séduire. Grâce à un jeu de superposition, le narrateur compose une scène grotesque où les remises de prix agricoles répondent aux soupirs de Rodolphe. C'est ce mélange particulier, décevant, dans sa propension à casser les clichés romantiques alors en vogue à l'époque, et comique, dans la faculté qu'a le narrateur à se moquer de ses personnages et de ses fameux codes, que nous tenterons de mettre en avant tout le long de cette explication linéaire. Pour une meilleure lisibilité, nous pourrons découper le texte en trois parties. La première allant de « Monsieur Levin se rassit alors » à la question de Rodolphe « Savais-je que je vous accompagnerais ?» La deuxième partie, elle, commencera à 70 francs jusqu'à « Rasporcine prix ex aequo à messieurs Hérissé et Culembourg 60 francs ».
La troisième partie, étant le reste de l'extrait, finira à « mollement, sans effort, leurs doigts se confondirent ». Pour une parfaite sérénité dans l'écoute de cette vidéo, sachez que vous pourrez également cliquer sur le lien en présentation pour obtenir le texte en format Word accompagné de la présente analyse. Je trouve que t'es un mec super. Merci, merci. Ceci étant dit, maintenant il vous reste l'explication linéaire à faire. Alors, après avoir lu le texte, concrètement, on fait quoi? Bonne question. Bonne question. Bonne question. Eh bien, on applique la méthode, tout simplement. La méthode, c'est quoi? C'est à chaque phrase ou chaque ligne, trouver une impression, un procédé, un exemple, une argumentation. C'est clair? Oui? Alors, c'est parti pour une explication linéaire en reprenant ce quatuor gagnant, idée, impression, procédé, exemple, argumentation. Je vous livre explicitement ce quatuor gagnant dans les premières lignes, à l'aide de petits bandeaux que j'intercalerai dans mon discours. Pour les lignes suivantes, vous le repérerez vous-même, vous allez voir, cela va très vite devenir une habitude. C'est parti. Dès les premières lignes, le narrateur semble critiquer, se moquer de ses propres personnages. Qu'est-ce qui me permet de le dire? Eh bien, il me semble que le narrateur joue sur l'implicite, le sous-entendu. Il induit effectivement l'idée sur laquelle le discours de Lieuvin, qui a tenu plusieurs dizaines de pages précédant cet extrait, était flou, avec des considérations moins relevées et des connaissances très approximatives. Si les discours semblent donc ennuyeux, cet ennui paraît compensé par l'ironie d'un narrateur se plaisant à se moquer du cadre dans lequel se situe l'action. Aussi, si cette ironie supposée relève d'un certain registre comique, impossible de ne pas sentir en parallèle l'influence réaliste de l'auteur, se plaisant à nous décevoir dans l'intrigue sentimentale qui suit. Cette déception passe d'abord, selon moi, par une confusion d'ordre énonciatif. Qui est ce « on » lorsqu'il est dit « on y voyait le rapport de l'un et de l'autre et comment elles avaient concouru toujours à la civilisation ». Est-ce que c'est le narrateur, le public, des comices, le lecteur, les trois? Impossible de le dire avec certitude. Ce que l'on peut en revanche supposer, c'est que le narrateur se plaît déjà à désarçonner son lecteur, trop heureux de contourner un potentiel lyrisme qui aurait pu apparaître. Ah, c'est vrai ça! Cette impression est d'autant plus justifiée que le lecteur constate qu'un parallélisme se tisse entre deux intrigues. Une intrigue relevant d'un discours agricole, on retrouve le mot agriculture, l'autre d'une scène de séduction notamment visible à travers l'énumération, rêve, pressentiment, magnétisme, montrant un Rodolphe prêt à tout pour épater Madame Bovary. Dans toutes ces lignes, l'impression d'un parallélisme est d'autant plus forte qu'elle me paraît mettre en évidence deux mondes complètement antithétiques, l'amour et l'univers agricole. Du moins si on fait exception avec une certaine émission télévisée que je nommerai pas. Vu que j'ai pas fait trop, peut-être que si vous êtes drôle, j'avais devenu accro. La combinaison de ces deux mondes, que tout oppose, insiste encore plus, selon moi, sur les références pompeuses et ennuyeuses du politicien. Il est écrit « Monsieur le Président citait Cincinnatus à sa charrue, Dioclétien plantant ses choux et les empereurs de la Chine inaugurant l'année par des semailles. » Et les clichés romantiques que véhicule Rodolphe. Ces clichés, du reste, seront énormément visibles dans les lignes qui suivent, avec des comparaisons faciles et convenues, comme, je cite, « Comme deux fleuves qui coulent pour se rejoindre, nos pentes particulières nous avaient poussés l'un vers l'autre. » Dans tous les cas, tout se passe comme si le narrateur souhaitait doucher les attentes romantiques de ses lecteurs, en insistant sur des personnages complètement décalés dans un cadre qui n'a rien d'idéal. Cette déception passe aussi par une polyphonie énonciative, déjà évoquée au début, puisque la pagination du texte, dans une première lecture, ne rend pas évidente pour son lecteur la compréhension de l'énonciation en cours. Qui parle réellement dans cette double intrigue? Est-ce que c'est le président? Est-ce que c'est Rodolphe? Cette ambiguïté, loin d'être une maladresse stylistique, se justifie selon moi par la volonté du narrateur de troubler son lecteur afin de mieux se jouer des codes romantiques. Et voilà, je suis très désappointé! Dans un deuxième axe, la pagination du texte redevenant claire par l'apparition des tirets, nous pouvons ensuite enfin voir ce que cette double intrigue a de comique et de cruel pour Madame Bovary. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Rodolphe s'inspire du discours agricole pour bâtir son discours de séduction, surenchérissant même ce que dit le politicien. Le politicien dit 70 francs et Rodolphe rattaque en disant 100 fois même. Associerait-il, par ces gradations hyperboles, Madame Bovary à un trophée? À un bovin? Oui, bovin, Bovary, ça ressemble un peu quand même. Quelle que soit la réponse,
tout se passe comme si ce dernier était déjà une caricature, comme une allégorie des excès romantiques prêts à tout pour nous émouvoir. Comment ne pas penser, ici, par la double intrigue, au double sens des mots? Le mot « fumier », par exemple, pourrait parfaitement relever de la polysémie. Fumier! Car ce mot, à y regarder de plus près, pourrait tout à fait signifier l'engrais qu'utilisent les paysans dans un cas, et aussi l'insulte voilée qu'adresse le narrateur à son personnage face à sa muflerie et ses mensonges. Et celle-là, tu l'as pas volée! L'entremêlement des phrases de chacun crée également des confusions lexicales et grammaticales, créant ainsi des phrases grammaticalement justes, mais idiotes et pleines de non-sens. L'un dit « j'emporterai votre souvenir », pour un bélier mérinos, reprend l'autre. Comment? Dans mon troisième et dernier axe, les dernières lignes, enfin, ne font que renforcer qu'encore plus de vigueur cette volonté réaliste de ne jamais céder aux attentes romantiques et au lyrisme. Qu'est-ce qui me permet d'affirmer cela? Madame Bovary, déjà associée à un trophée agricole, est systématiquement dévalorisée par les animalisations et comparaisons. Il est écrit « Il la sentait toute chaude et frémissante comme une tourterelle captive qui veut prendre sa volée ». Serait-ce une façon pour le narrateur de nous montrer les pensées machistes du personnage? C'est quelqu'un qui a toujours frisé le lamentable et qui est toujours resté dans le ridicule. Toujours. C'est que de la beauté. Le ridicule de cette situation, du reste, n'est-il pas exacerbé, hyperbolisé par les comparaisons hasardeuses du narrateur? Ainsi, voir les grands bonnets des paysannes comparés aux ailes de papillons blancs qui s'agitent, ne relève-t-il pas d'une volonté de parodier, moquer les clichés romantiques, tout en pointant les attentes trop élevées du personnage féminin? Pause. Petit rappel en aparté pour vous rappeler justement que le bovarisme est un mot que vous pouvez trouver dans le dictionnaire. Il est devenu par la suite un concept cristallisant ces personnes toujours en décalage entre ce qu'elles imaginent et ce qui leur arrive, comme notre chère Emma Bovary. Et là, le narrateur, justement, que fait-il à cet endroit du passage? Il met tout de même en parallèle les bonnets des paysannes, genre ces bonnets-là, et ces bonnets, il les compare à de beaux papillons blancs qui s'agitent, comme ceci. La comparaison vous semble-t-elle lyrique ou ridicule? T'es ridicule. On est bien d'accord. Alors si ce point est compris, retournons à notre explication. 1, 2, 3, partez. Pourrait-on ainsi voir dans ces clichés, plus qu'une preuve comique, une volonté de nous faire réfléchir sur les dangers de ces personnes fragiles, comme Emma Bovary, qui se sont trop vite conditionnées, persuadées que le monde était l'égal d'une œuvre romantique, avec prince charmant et amour obligatoire à la clé? Pour entériner complètement ces réflexions, l'adjectif sèche et l'adverbe mollement montrent bel et bien une scène où le désir suprême n'est que d'apparence. Si Rodolphe obtient ce qu'il souhaite, le réalisme de la scène en dénonce et en moque tous les artifices, pour le lecteur qui aura su en voir le second degré. Pause. Un deuxième petit rappel pour vous dire une chose. N'oubliez pas que l'argumentation, ce que l'on vous a appris dès la fin de vos années collège, n'a pas uniquement pour but de vous embêter, vous obliger à noircir des feuilles. Non, elle est aussi là pour vous permettre de penser par vous-même, hors des sentiers bien balisés du cours. Or, ici, pourquoi vous priveriez-vous de penser par vous-même en proposant à votre examinateur des réflexions? Une de celles que vous pourrez dire pourrait être une interrogation comme celle-ci, on y va. Si ces personnages sont tout à la fois grotesques, pitoyables et risibles, ne peut-on néanmoins pas voir en chacun d'eux un reflet de nous-mêmes? Qui, comme Emma, ne s'est effectivement jamais trouvé dans des situations où l'espoir se mêlait aussi à la déception? Si Emma Bovary est à plusieurs égards bien naïve, n'avons-nous jamais, comme elle, essayé de croire à des choses impossibles pour ne pas avoir à supporter les déceptions de la vie? Tu me fends le cœur, hein. À partir de là, la dernière chose qui nous reste, c'est la conclusion. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Une bonne conclusion dans une explication linéaire, c'est quoi? C'est une reprise générale des grands thèmes dominants soulevés dans le texte, ici la déception, la médiocrité de certains personnages, la confrontation de deux mondes antithétiques, comme les clichés romantiques confrontés à ceux de la paysannerie, et une ouverture. Et une ouverture, c'est quoi? Une ouverture, c'est ou bien un lien avec un autre livre, un autre texte, une autre œuvre artistique, cinéma, peinture, sculpture, tout type d'art en général, ou bien une reproblématisation, c'est-à-dire une reformulation des grandes questions que soulève cet extrait, ou bien les deux. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre? Non mais attendez, hein, pas de panique, ça a l'air technique comme ça, mais c'est assez facile. Allez,
Comme je suis sympa, je vous donne un exemple de conclusion en vous mettant tout dedans. Reprise générale des grands thèmes dominants et lien avec une autre œuvre, en l'occurrence ici, l'adaptation cinématographique du même nom de Claude Chabrol, réalisée en 1991. C'est parti. Pour conclure, nous pourrons donc dire que cet extrait oscille entre deux univers a priori antithétiques, celui du monde agricole et celui de la séduction. Le narrateur semble s'amuser à les faire cohabiter par un parallèle original qui rompt à nouveau avec les envies romanesques d'Emma, qui ne peut échapper au cadre paysan dans lequel elle vit, malgré son adultère. On peut dès lors se demander si ce texte ne pourrait pas se rapprocher du film du même nom, réalisé par Claude Chabrol en 1991, où Emma tente elle aussi de calquer sa vie, médiocre, sur les romans qu'elle lit, tout en ne parvenant jamais vraiment à les mettre en conformité avec les exigences de son réel, toujours décevant. D'où la question en creux que l'on pourrait se poser, pour faire honneur à ce passage et à toute la pièce en général. Si Emma Bovary et les personnes qui l'entourent inspirent plusieurs sentiments, allant de la moquerie à la pitié, de la déception à la réflexion, ne peut-on pas voir en chacun d'eux un miroir grossissant de nos propres désirs, cherchant constamment à se voir plus beaux que nous le sommes réellement ? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été fabriquée avec les moyens du bord. Si elle vous a aidé, j'en suis très heureux. Et si vous avez une bonne note, n'oubliez pas en fin d'année de trinquer au moins un tout petit peu à ma santé. Salut! C'était vraiment très intéressant.